Cette semaine au Balado, on parle de crypto-monnaie et des différentes tendances boursières avec l'économiste montréalais Jonathan Hamel. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de Jonathan Hamel. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, Jonathan Hamel, ce qui retient notre attention pour ce podcast aujourd'hui, plusieurs choses au menu, mais j'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu, parce que c'est un de vos domaines d'expertise, là, la question des métaux, on parle de l'argent, l'or, qui sont extrêmement volatiles, mais vers le haut, puisque c'est très positif, là, les rendements. Parlez-nous un peu de ce qui est en train de se passer en ce moment sur les marchés. Ben, c'est une période historique là, pour les métaux précieux, dont l'or et l'argent. En fait, on n'a pas vécu un marché haussier comme ça depuis le début des années 80. Fin 70, début 80, période très tumultueuse au niveau macroéconomique. Grosse période d'inflation. Il y avait eu de multiples crises, là, choc pétrolier au milieu des années 70. Donc, la table était mise, si tu veux, pour un peu une tempête parfaite au niveau des métaux. Les taux d'intérêt avaient monté près de 20% pendant... Si vos parents sont des boomers, vous vous êtes probablement fait compter à plusieurs reprises cet épisode-là. Ceux qui avaient des hypothèques à taux variables ont vu leur paiement quand même exploser. Donc, en réaction à ça, tous les entrepôts de valeur, dont l'or, avaient également explosé en valeur. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Par contre, le fond de ça est un peu différent. Bon, premièrement, l'inflation est beaucoup moins élevée sur le fond que ce que c'était au début des années 80. Ils ont ce qu'on appelle le debasement trade. Là, dans le fond, c'est un pari sur la dilution massive du pouvoir d'achat de la monnaie dans les pays occidentaux. Et c'est lié à des attentes d'impression massive d'obligations. Donc, beaucoup d'émissions de dette dans les prochains 5 ans, si on veut, pour rencontrer les obligations budgétaires des pays occidentaux. Et ce qui s'est passé ça s'est accéléré là, suite à la pandémie, disons, ce pari-là. C'est vraiment cette année. Cette année, l'or fait presque 60% sur l'année. C'est largement plus que tous les indices, même si le Nasdaq fait très bien. On n'a jamais vu l'or monter autant que ça. Là. Donc, l'or maintenant est à près de plus de 5 500 $ canadiens l'once. C'est plus de 4 200 $ US. Donc, c'est extrêmement cher là, en termes de valeur. L'augmentation est quand même substantielle. On voyait rarement avant, là, si vous suivez un peu les marchés financiers, on voyait rarement des journées où l'or s'appréciait de plus d'1%. C'est vraiment dans des crises là, stratégiques, des crises géopolitiques ou vraiment des trucs momentanés où il y avait une panique, où on voyait là, on voit plusieurs journées, des fois successives, à plus d'1%. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très, très matériel là-dedans, énormément de capitaux qui s'en vont là-dedans. Et comme je disais, c'est lié à un fond, disons, à une peur qui s'est installée. Et de plus en plus de gros joueurs là, institutionnels, c'est pas juste des petits investisseurs avec leur compte de courtage. Là. Il y a quand même quand même un size important derrière ce pari-là. Même des pays souverains qui font le pari de mettre plus d'or dans leur coffre versus, par exemple, des obligations américaines. Ce qui était le cas d'ailleurs, le volume, là, les banques centrales étrangères détiennent maintenant plus d'or que d'obligations américaines, ce qui est une première historique là, dans l'ère de, mettons, post-1971. Donc, c'est quand même majeur ce qui est en train de se passer. Donc, ça fait longtemps qu'on entend parler que bon, le statut de suprématie du dollar américain est en danger. C'est quand même largement la monnaie qui domine encore, là, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même qui commence à s'éroder. Parce qu'il n'y a plus de prétention, disons, de restreinte budgétaire et de prudence, disons, dans la politique monétaire. Donc, ce que le marché de l'or envoie comme signal, c'est une dilution massive, si tu veux, du pouvoir d'achat des monnaies occidentales liée à l'émission massive de dette. Et ça a commencé par les États-Unis. C'est beaucoup l'Europe. On voit maintenant... le bon du Trésor 10 ans français est plus risqué que le bon grec. Là. Donc, vous retournez 15 ans en arrière, 10 ans en arrière et vous racontez ça, personne ne va vous croire. Donc, et c'est la même chose en Angleterre. Tous les pays européens sont vraiment, vraiment dans le même bateau au niveau de l'endettement. L'Allemagne également.
Mais les États-Unis font aussi bande à part avec un déficit structurel de, je pense que c'est 4, 5, 6 du PIB annuel. C'est insoutenable. Il n'y a aucun des deux partis qui parle de ça, incluant Trump. Donc, le marché de l'or, si tu veux, se réfugie. Les investisseurs se réfugient dans cette ressource-là, qui est limitée en nombre et en termes de capacité d'extraction. Et c'est ça le signal qui est envoyé à l'heure actuelle. Et je ne pense pas que c'est très, très compris encore. Bon, les initiés vont vous en parler. Là. En fait, ça commence à être un peu dans les médias généralistes, mais c'est quelque chose qui est très, très gros. Là. Rarement on a vu l'ampleur d'un marché haussier comme ça. Là. Quand on voit à quel point, ça augmente, mais ça augmente d'une manière très soudaine, et ça fait 60%, vous avez dit, cette année, mais ça augmente énormément. Est-ce que ça peut devenir, à des prix comme ceux-là, est-ce que ça peut devenir quelque chose de, disons, c'est la volatilité qui étend, disons, son empire jusqu'à l'or, finalement? Parce que acheter de l'or à des prix comme ça, est-ce que ça peut être risqué pour les États, pour ce monde-là? Est-ce que, justement, on peut avoir à des prix comme ceux-là, l'or peut toujours être considéré comme une valeur refuge? Ben oui, un peu, et même encore plus. Je dirais, plus le marché est gros, plus. Mais ça demeure quand même petit. Le marché de l'or, c'est quoi? C'est 20 trillions, je pense, là. Donc, c'est à peu près 100% du PIB américain. Là. Mais les marchés, les obligations, c'est 10 fois ça. Là. Donc, dans le grand ordre des choses, sur la planète financière, ça demeure quand même petit. Bon, là, c'est au centre de la question, mais je lisais, je pense que s'il y a même 1% du capital dans les obligations qui transfèrent vers l'or peut doubler, là, à peu près. Là. C'est quand même limité en termes de Et aussi, ce qu'on voit aussi, ce qui se passe à l'heure actuelle, surtout dans l'argent, ça fait des décennies qu'on nous parle de ça, là, c'est qu'il y a beaucoup de promesses d'or et d'argent sur papier. Il y a beaucoup d'instruments financiers. Mais à partir du moment que tu calls, c'est-à-dire que tu appelles, tu exerces, par exemple, ton option d'acquérir cette ressource-là en physique, bien, on se rend compte que il n'y a peut-être pas autant d'or et d'argent qui back, si tu veux, qui adossé à ces instruments-là. Et c'est ce qui est arrivé dans les derniers jours avec l'argent. Il y a certains marchés aussi qui ont cessé de vendre de l'or et de l'argent d'un point de vue d'une pénurie. Donc, il y a un effet un peu d'enchaînement là, par rapport à ça. Donc, s'il y en a moins qu'on pense, ben, le prix vaut probablement beaucoup plus élevé que ça. Donc, il y a un effet d'entraînement là, qui est très, très, très évident à l'heure actuelle. Puis, tu sais, même si l'or diminuait de moitié à l'heure actuelle, même si l'or baissait de 50%, c'est quand même plus élevé que ce que c'était il y a 3 ans, 3 ans et demi. Donc, le pari demeure quand même assez relativement sécuritaire encore parce que, en fait, moi, ce qui me ferait re-questionner ce narratif-là, c'est si on voit l'élection massive de gouvernements conservateurs en Occident qui vont couper massivement dans les budgets, qui vont rétablir un seuil de dette à un niveau soutenable, alors qu'il n'y a à peu près rien de ça qui est dans l'horizon. Là. Parce qu'on a parlé aussi des crypto-monnaies, de leur éventuellement qui allaient remplacer l'or comme valeur refuge. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben ça va peut-être prendre 20 ans encore avant d'avoir des indices sur quelles sont les tendances ou à quoi répondent les différentes valuations des crypto-monnaies. Mais on a parlé que certaines crypto-monnaies allaient éventuellement devoir elles-mêmes acheter de l'or. Est-ce qu'il y a un lien entre les crypto-monnaies et l'or éventuellement là, qui pourrait apparaître? Ouais, c'est déjà le statut de Bitcoin, par exemple, c'est un entrepôt de valeur, c'est plus volatile. Quand même ça a été volatile, ça a moins été volatile que certains gros titres boursiers cette année. Là, la volatilité de Bitcoin descend constamment dans le temps. C'est un marché de 4 trillions, là, le marché global des cryptos, donc c'est encore largement inférieur à l'or en termes de grosseur. Ça demeure, par sa nature, vu que c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est global, il y a encore un effet de proxy sur le risque, c'est-à-dire que quand les investisseurs s'attendent à ce que, mettons, pendant le week-end, s'attendent à ce que les ouvertures des marchés se fassent à la baisse, il y a souvent, ça se répercute en avance sur Bitcoin. Donc, les investisseurs s'attendent à ce que Bitcoin baisse avec le risque, baisse avec la vente, si tu veux, des actions à l'ouverture. Donc, il y a un effet baissier sur Bitcoin. Ou à l'inverse également, s'il y a un appétit pour le risque avant l'ouverture des marchés, souvent Bitcoin va
Moi, je pense que ça devrait pas avoir lieu. C'est pas une transaction en soi qui fait du sens parce qu'il n'y a pas plus de Bitcoin, il n'y a pas moins de Bitcoin ou il n'y a pas plus de Bitcoin. L'émission est stable, est relativement prévisible dans le temps. Donc, dans les propriétés sont très, très proches de l'or en termes de l'actif en tant que tel. Bon, c'est pas vrai avec d'autres cryptos alternatives où il y en a des fois des milliards et des milliards. Tu peux en imprimer un peu comme tu veux. Tu peux en créer de multitudes nouvelles également. Donc, mais si on parle spécifiquement de Bitcoin, je pense pas que l'actif devrait se comporter de cette façon-là. Par contre, le marché qui contrôle actuellement Bitcoin, l'opinion dont l'action des investisseurs fait en sorte qu'ils se comportent comme un proxy sur le risque et ça va probablement demeurer comme ça encore longtemps. Mais tu sais, dans le temps, Bitcoin a été un excellent entrepôt de valeur si vous avez investi périodiquement depuis, disons, 10 ans. C'est largement l'actif qui s'est le plus apprécié là, dans l'histoire financière moderne. Donc, tu sais, les caractéristiques d'entrepôt de valeur pour se prémunir aussi contre la dévaluation a été excellent. Par exemple, en tant qu'investisseur canadien, si vous avez investi dans Bitcoin, ça a été un excellent rempart contre la dévaluation du dollar canadien. D'évaluation du dollar canadien, mais on parlait aussi de la volatilité. Volatilité, il faut être, lorsqu'on veut augmenter notre portefeuille, il faut être prêt à y faire face. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on peut pas échapper. Si on peut faire des vrais profits et non pas de laisser ça dans des comptes épargne là, avec les taux de rendement très, très médiocres qu'ils nous offrent. Mais parlez-nous, Jonathan Hamel, par exemple, la semaine dernière, vendredi dernier, le président, en fait, c'est plutôt la Chine qui a elle-même essayé de mettre des restrictions sur le contrôle qu'elle a sur les terres rares, qui a éventuellement amené une réponse de Donald Trump qui a parlé du retour de la guerre commerciale et éventuellement, c'est ce qui a fait tomber les marchés qui étaient partis très positifs le matin, mais qui se sont effondrés. Toute chose est égale par ailleurs, mais il y a eu une importante baisse et notamment dans les crypto-monnaies. Comment expliquer un peu cette surréaction des marchés des crypto-monnaies par rapport à des décisions et à des tweets ou des exposts, comme on dit, de Donald Trump? Oui, bien ça, c'est pas quelque chose... Le contexte de l'investissement à l'heure actuelle est très tendu et très risqué aussi. Un tweet du président peut faire baisser un index de 3 %. C'est quand même énorme. Là. En termes, c'est des trillions de dollars là, d'actifs sous-jacents là, qui sont échangés. L'histoire de la liquidation là, en lien avec cette baisse des marchés-là, et là, vous avez une bonne démonstration que si les actions baissent, les cryptos suivent aussi en tant que proxy sur le risque. Il y a un effet de levier qui est quand même présent là, dans le marché. Il y a beaucoup d'échanges là, dont beaucoup d'investisseurs sont à levier, des fois à des niveaux qu'on ne voit pas dans la finance traditionnelle. Là. À moins d'utiliser des instruments complexes, il y a très peu de levier à 10, 20, des fois même 50 fois. Là. Donc, si vous avez une position à levier à 50 fois, ça ne prend pas un gros mouvement de l'actif à la baisse pour vous liquider. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et quand il y a des liquidations, souvent, ça arrive en chaîne, une réaction en chaîne qui font baisser le prix et ça liquide et il y a une cascade de liquidation. Ça nettoie le marché, par contre. Regarde, c'est le risque. Ça nettoie le marché. Ça peut arriver à la hausse aussi. Il y a une espèce de short squeeze à l'inverse. Donc, c'est arrivé dans le passé. Ce qui est différent aujourd'hui, par rapport au passé, c'est que le marché est beaucoup plus profond qu'avant. Quand tu as BlackRock qui achète des bitcoins dans le marché pour être adossé à un fonds négocié en bourse, c'est le cas d'autres joueurs aussi, c'est plus, on n'est plus en 2015 mais en 2016. Donc, selon vous, là, c'est vraiment les baisses des actions qui ont amené à la baisse des crypto-monnaies? Oui, 100%. C'est lié avec la baisse du marché. C'est 100% corrélé. Là. Donc, et c'est ça. Et donc, il y a aussi beaucoup plus d'investisseurs qui regardent pour prendre position, par exemple, dans Bitcoin ou dans les cryptos, qui voient une baisse comme un point d'entrée. Donc, il y a beaucoup de véhicules maintenant pour le faire. Avant, c'était beaucoup plus complexe. Donc, le marché est beaucoup plus mature également. Vous n'avez pas une manchette à tous les 2 jours qui dit que Bitcoin va disparaître. Là. Donc, il y en a encore. On parle beaucoup justement dans les médias américains, parce que c'est pas encore arrivé chez nous, là, les stablecoins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement révolutionnaire, en fait, cet instrument-là. Un stablecoin, c'est un jeton, c'est-à-dire imaginez un Bitcoin qui est une crypto-monnaie, mais qui a une valeur fixe à 1 $. Et les émetteurs, une des sociétés qui émet ça, c'est Tether,
qui est en fait le pionnier de cette technologie-là, si on veut, de cet instrument-là. Et pour conserver la valeur du jeton à $1 US, ben eux, ils ont en banque, en fait, Tether, c'est une sorte de banque. En fait, c'est probablement une des banques les mieux capitalisées au monde si on se fie sur l'audit de leurs actifs. Je pense qu'ils ont près de 200 milliards en obligations américaines. Ils ont de l'or, ils ont aussi des bitcoins. Donc, ils ont des actifs en contrepartie de l'émission de jetons qui sont capables de... Et le marché est quand même croit qu'ils ont assez de ressources, ils ont assez d'actifs pour adosser chacun des jetons à $1. Et ça permet à des investisseurs, probablement dans les cryptos, de bouger de l'argent beaucoup plus facilement qu'à travers le système bancaire traditionnel. Il faut comprendre que cet instrument-là ont émergé de par l'inefficience inhérente du système bancaire traditionnel. La capacité de bouger des dollars US entre pays, entre échanges, si vous n'avez pas des dollars US dans vos comptes, essayez juste d'aller faire un virement en dollars US chez votre banque canadienne ou française, vous allez voir à quel point c'est compliqué. Donc, l'émergence des cryptos, mais aussi des stablecoins, des jetons fixes, à valeur fixe, c'est en grande partie dû à l'inefficience du système bancaire traditionnel. Il y a un précédent à ça en Europe qu'on appelle le euro-dollar. Les euros-dollars, c'est des balances en dollars américains qui sont à l'extérieur du système financier américain. Donc, ils ne sont pas liés à la Fed d'une certaine manière. Donc, on peut comparer un peu, et c'est un des plus gros marchés au monde. Le marché des euros-dollars, c'est un des plus gros marchés au monde en termes de taille. Donc, les stablecoins, ça permet justement de bouger de l'argent entre les échanges, de bouger de l'argent entre personnes. Il y a des compagnies aussi qui l'utilisent pour faire du paiement. Donc, c'est les plus gros, c'est Tether, c'est USDC. Il y en a un autre dont j'oublie, il y en a quelques-uns. Et ce qui est énorme, et ce qui est différent, c'est que maintenant, l'administration Trump a compris qu'ils ne peuvent pas se battre contre ce phénomène-là. Non seulement ils ne se battent pas, ils l'encouragent. Pourquoi? Parce que c'est une demande additionnelle pour les obligations américaines. Donc, si tu veux émettre des jetons à valeur fixe de l'or américain, tu dois acheter des obligations de dette américaine qui sont émises par le Trésor américain. Donc, c'est un peu contradictoire de penser ça, parce qu'on a toujours, Bitcoin a toujours été présenté un peu comme une valeur alternative au système financier traditionnel, alors que là, un instrument qui est directement dérivé de la technologie Bitcoin, là, utilise quand même pour se backer, pour être arrimé, des instruments financiers qui sont des instruments de dette qui sont directement émis par le gouvernement. Et on sent, là, il y a des déclarations de Scott Bessent, il y a des déclarations du nouveau président, de la CFTC, SEC, les organismes de réglementation des marchés financiers. Maintenant, c'est clair, il n'y a plus d'obstacles. Mais je pense aussi que l'administration américaine a compris que s'il ne faisait pas ça, l'innovation allait aller en Asie. Donc, ça, c'est largement positif là, pour l'économie américaine, tout ce qui se passe là-dessus. Ils ont compris. C'est complètement l'inverse qu'était avec l'administration Biden. Et même la première administration Trump n'était pas... le marché n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Mais là, il y a vraiment un virage très, très... Tous les joueurs, il faut comprendre que tous les joueurs américains, tous les joueurs dominants, à part peut-être, comment ça s'appelle, Binance ou quelques échanges asiatiques, les gros joueurs sont américains. Kraken, Coinbase, Gemini, tous ces joueurs-là sont des influents personnages américains qui sont proches de l'administration Trump. On peut parler de l'administration Trump, mais aussi de la famille Trump, puisqu'il y a Eric Trump notamment qui a l'air très, très impliqué là, justement dans cette révolution monétaire là, qu'on voit. Certains ont parlé aussi d'une volonté de sortir un peu du problème de la dette américaine à travers les crypto-monnaies. Pouvez-vous nous expliquer un peu la théorie derrière ça? Le problème, un des plus gros détenteurs de Bitcoin, c'est le gouvernement américain, d'ailleurs, et c'était un peu ça l'histoire de la réserve stratégique de Bitcoin. D'ailleurs, c'est historique. Là. Trump, en 2024, est allé à la Bitcoin Conference, là, qui était une petite conférence il n'y a même pas 10 ans, et là, vous avez le potentiel président américain qui se présente là, et moi, je pense que ça a contribué à sa victoire au vote populaire. Il est allé chercher les jeunes, les détenteurs de crypto, c'est apolitique, ça. Là. C'était apolitique avant, alors que l'inverse, les démocrates, eux, étaient totalement antagonistes à cette classe d'actifs-là. Donc, si vous êtes un investisseur là-dedans, vous voyez qu'il y a deux choix. Je pense qu'ils sont vraiment allés chercher une démographique importante avec ça. Je pense qu'on sous-estime l'impact que ça a eu. Et oui, donc eux, ils sont ouvertement pro-Bitcoin, pro-innovation dans ce secteur-là. Moi, je pense que c'est largement bénéfique.
Et bon, là, il y avait même des narratifs à l'idée que le Trésor américain allait acheter. Moi, j'ai jamais vraiment cru, là, ça. J'ai toujours cru que les bitcoins, c'est beaucoup des trucs qui avaient été saisis dans des histoires de fraude, dans des histoires criminelles. Donc, les bitcoins qu'ils possèdent, techniquement, c'est un peu ça, la réserve stratégique, là. Et là, je pense qu'on dit qu'elle n'allait pas les vendre, ou du moins que ce que d'autres pays ont fait. Là, je pense que c'est l'Allemagne récemment qui avait vendu à, je pense, 50 000 $. Donc là, aujourd'hui, c'est sûr que si ça avait baissé, ça aurait paru peut-être prudent, mais bon, je pense que l'histoire de la dette, c'est que s'ils conservent ces bitcoins-là, ben, ça vient offset d'une certaine manière là, la dette américaine, mais c'est quand même très, très loin. Là, on est loin en termes d'ordre de grandeur. Là. Et tu sais, c'est quand même une administration qui est aussi à pieds joints dans l'endettement. Là. C'est pas un gouvernement qui a une très, très grande rigueur budgétaire. Là. Mais est-ce que ça pourrait venir pallier si on mettait les choses en proportion? D'un côté, on investit dans Bitcoin et de l'autre, et on adosse d'une certaine façon, d'une manière croissante, le dollar américain sur le Bitcoin et au lieu de l'or, par exemple, où on continue avec l'or, on continue sur les deux côtés. Et de l'autre, on imprime de l'argent, donc en imprimant de l'argent, on crée de la dévaluation monétaire, ce qui pourrait avoir pour effet de booster le Bitcoin, qui, lui, viendrait rebooster le dollar américain. Est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de ben, ça a toujours été le pari. Tu sais, en fait, le dollar américain, avant, il l'était de facto. Tu pouvais te présenter à la banque et il donnait en or. C'était 20 $, c'était 35 $ l'once. Ensuite, c'était 25 $ l'once. Donc, tu pouvais aller te présenter à la banque. Il y avait une convertibilité claire du dollar américain sur l'or, ce qui a été suspendu, et par la suite, c'était plus flou, là. Mais en 71, ça a été complètement suspendu, ce truc-là. Donc, c'est vraiment la vigueur du dollar américain. Bon, oui, il y a une certaine quantité d'or dans les coffres de Fort Knox et de la réserve. D'ailleurs, ça n'a jamais été audité. On sait peut-être qu'il n'y en a plus. D'ailleurs, les gouvernements français avaient calé le bluff de la Fed et avaient envoyé des destroyers. Je pense que c'est De Gaulle qui avait envoyé des destroyers pour rapatrier l'or français. Je pense que l'ordre de grandeur est trop grand. Là. Faudrait. Indirectement, des pays comme la Russie, avec la quantité d'or qu'ils ont et des ententes qu'ils ont faites sur le pétrole à travers les sanctions, il y a un certain étalon or sur le rouble à l'heure actuelle. Donc, de façon détournée, là, on le voit dans d'autres devises. L'Inde accumule beaucoup d'or, la Chine accumule beaucoup d'or également. Il y a derrière ça une volonté. Tu sais, je vois pas la Fed ou les États-Unis revenir à une certaine monnaie solide. Là. Tu sais, c'est le leader de la dévaluation dans le monde à l'heure actuelle. Bon, oui, je comprends qu'il y a d'autres banques centrales qui sont beaucoup plus expansionnistes. Là. Mais d'ailleurs, la contrepartie de ça, la réponse à ça, c'est que beaucoup de pays qui maintenant tentent de s'organiser autour de devises alternatives. Et la valeur qui peut accorder, la valeur un peu qui sécurise tout ça, c'est l'or. Donc, il y a clairement un jeu géostratégique monétaire derrière ça. Et le Rubicon a été traversé en 2022, là, quand la Réserve fédérale américaine a saisi, quand le gouvernement américain a saisi des actifs russes qui étaient déposés à la Fed, le message qui a été envoyé, c'est que si vous tombez du mauvais côté de la politique internationale, vos actifs qui sont dans les banques centrales, qui avant étaient complètement isolés du politique, ben, il n'y a aucun de vos actifs qui est en sécurité. Donc, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Là. C'est vraiment plus que sur le fond, il y a une prétention qui n'existe plus. Là. Donc, ça joue fortement dans l'évaluation de l'or. Des pays, mettons, tu es un joueur non aligné, tu dis, ben, est-ce que je vais risquer de parquer quelques millions en dollars américains à la Fed au risque que ça peut arriver en une semaine, je deviens un paria et je suis saisi. Donc, je comprends que c'est arrivé parce que la Russie elle-même a décidé d'envahir. Là, je ne nie pas ça. Mais il y a quand même une réalité monétaire derrière ça où les banques centrales sont incrémentalement de plus en plus politisées et, otages du politique, beaucoup plus qu'avant. Exactement. On a vu Trump justement parler des BRICS et dire que leur but, c'était vraiment d'attaquer le dollar américain et son hégémonie là, sur le monde. On comprend un peu tout ça, mais ce que vous avez mentionné au départ, c'est qu'il y avait un problème qui était lié à la politique, finalement, aux grandes décisions des régimes occidentaux de mettre toutes leurs œufs dans le panier social-démocrate et finalement à creuser des gouffres budgétaires qui les obligent finalement à imprimer de l'argent afin
afin de soutenir pour le temps qu'ils le peuvent ces différents programmes sociaux qui ne sont pas rentables. Parlez-nous un peu là, comment est-ce qu'on peut, voyant un peu les différentes tendances et l'accélération de la dynamique actuelle et des différentes faillites, là, vous avez mentionné la France, par exemple, il y a plusieurs pays comme ça dont la faillite paraissait impossible il y a quelques années et maintenant on les regarde et on se dit comment ils pourraient éviter finalement la faillite. Comment est-ce que, d'une manière, en sortant un peu de l'économie et des différentes tendances économiques, au niveau politique, comment est-ce que les pays occidentaux peuvent-ils sortir de cette tendance inflationniste et qui finalement vont mener à des faillites? Ben, on voit, c'est clair. Regardez, le ressac politique est largement amorcé. Je voyais un des derniers sondages en Angleterre, le Reform UK, qui est Nigel Farage, qui partait de moins de 5 % il y a 18 mois, aurait 400 sièges là, à l'heure actuelle à la Chambre des communes. C'est une très grande majorité, là. Donc, les autres partis sont oblitérés. C'est la même chose avec AfD en Allemagne. Dans certaines régions, ils sont à 40 % là, dans un environnement où il y a 5-6 partis, je pense. 4-5 partis majeurs. Donc, jamais on a vu un parti, je pense, aussi élevé là, que ça. Pourrait peut-être même former une majorité dans certains coins. C'est aussi le cas, c'est partout en Occident. Je pense que le président qui a été élu en Pologne, c'est un conservateur. D'ailleurs, la Pologne a un PIB plus élevé que l'Afrique du Sud, là, qui était un pays quand même majeur il n'y a pas tellement d'années. Là. Donc ça, personne n'a vu ça. Selon certaines projections, on pourrait dépasser le Royaume-Uni en 2030. Eh bien, c'est ça. C'est le succès, une ex-république soviétique en passant à la Pologne. Le succès, c'est la libéralisation de l'économie, c'est la technologie, c'est plus du tout là, un pays purement agricole. Donc, c'est ça. Et regardez, la plupart de ces pays-là de l'Est européen, ben, c'est des pays qui ont connu justement l'intervention de l'État, qui naviguent dans une direction totalement opposée. Ben, la solution, c'est celle-là. Il faut aller en arrière. La tendance d'endettement en Occident est insoutenable. Et la dette vient des déficits. C'est quelque chose, moi je le répète constamment, la dette, c'est quelque chose d'abstrait. Pendant 40 ans, nos parents et nos grands-parents ont vécu dans un monde, 50 ans, mettons, post-Deuxième Guerre mondiale, mais réalistement, depuis le début des années 80, ils ont vécu dans un monde où les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser. Donc, il n'y avait aucune conséquence de rouler la dette vers l'avant. On refinançait constamment des taux égaux ou plus bas. En offrant des services. Je veux dire, wow, il y a de plus en plus de services, on a endetté les pays. Et avec ça, la dévaluation massive de la monnaie. Sans aucune conséquence à court terme, mais on voit finalement les conséquences, on est en train d'assister à ces conséquences-là 20-25 ans plus tard. Là. Exactement. Il y avait eu un ressac, rappelez-vous, début des années 80 jusqu'au milieu des années 80. Il y avait eu une crise budgétaire. Le Fonds monétaire international était débarqué en Angleterre. Là. Les travaillistes avaient été tassés. C'est Mme Thatcher qui avait été élue. C'est Reagan aux États-Unis. Canada avait élu aussi Mulroney. Donc, on revit un peu, je pense, ce retour à la raison qui est inévitable. Quand on voit quand la décote arrive, comme c'est le cas au Canada, au Québec, c'est potentiellement le cas. On se dirige vers 100 milliards de déficit au Canada. Là. Donc, c'est pas abstrait. Là, la dette, c'est le coût d'emprunt est beaucoup plus élevé. Vous devez payer beaucoup plus d'intérêts sur la dette. Les gens, tu sais, il y a une réaction quand même directe à ça. Il va y avoir des conditions qui vont être apposées pour certains prêts, donc dans certains pays plus petits, disons. Là. Donc, il y a des conséquences réelles à l'endettement. Et nous, là, dans les 40, on n'a jamais vu, on n'a jamais vécu ces conséquences-là. Et là, on est probablement face au mur. Parce que quand tu dépasses 120, c'est près de 120 % d'endettement, là, c'est prouvé que les monnaies souveraines ne reviennent pas. Là. 200 % et plus comme au Japon, là, il se fait juste pelleter vers l'avant. Il n'y a à peu près aucune façon de revenir soit à l'équilibre budgétaire, à reprendre le contrôle de la dette. Il y a certains pays, nous, techniquement, c'est encore peut-être faisable, mais ça va demander des réalignements politiques majeurs. Là. Ça prend des coupes de budget, ça prend des dizaines de milliers de fonctionnaires à la porte. Il faut couper des pans entiers de l'État. Et je ne suis pas sûr que les gens sont conscients de ce que ça implique. Là. Et tant que je vois pas ça, tant que moi, comme investisseur, tant que je vois pas un mouvement fortement initié,
Je pense que ce qu'on vit actuellement dans l'art, puis l'immobilier de façon détournée, c'est ça aussi. C'est beaucoup lié aussi à la politique dans les villes puis dans les provinces, là, donc c'est difficile de construire. Donc c'est une valeur, c'est très artificiel, ça, contrairement par exemple à l'art. C'est à partir du moment où la moitié des boomers meurent et leur maison se ramasse sur le marché, c'est plus le même marché, là. Donc, il y a beaucoup plus d'offres. Et il y a une dilution, on voit la dilution de la valeur de la monnaie aussi lorsque ça a besoin de plus d'unités de $1 pour acheter le même actif immobilier. On voit dans certains marchés, on pense à Vancouver, le marché et Toronto, marché du condo. Disons, l'immobilier n'est plus aussi sécuritaire comme investissement qu'il l'a été. À Montréal, on ne voit pas encore ça. Est-ce que vous avez une opinion sur le marché immobilier en général? On le voit pas. Moi, je dis on commence à le voir. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'unités qui ne sont pas vendues. Il y a beaucoup de projets qui étaient en construction qui ont converti vers la location. Donc, le marché du condo, ce qu'on voit à Toronto, je pense que ça attend Montréal sur même Québec. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mouvement tant que ça. Là. C'est difficile. Tout ce qui est légèrement de luxe ne se vend pas. Là. Les gens sont en mode attente, je pense. Alors que les taux sont historiquement bas. Là. On va se ramasser à peut-être 2,25 %. Donc, les taux, c'est pas vrai que les taux sont élevés. Oui, les taux ont été momentanément plus élevés pendant 18 mois. Mais on est déjà reparti à la baisse. D'ailleurs, qui n'est pas une bonne nouvelle. Là, que c'est pas une bonne nouvelle quand les taux d'intérêt baissent. C'est la vigueur de l'économie. Si vous regardez, le Canada n'a plus de croissance économique ou presque. Et si vous enlevez l'inflation, le Canada stagne. Vous avez, il faut rappeler que les Canadiens ont à peu près entre 25 et 35 % moins d'argent dans les poches à la fin de l'année que leur contrepartie américaine. Là. C'est quand même marginal. Alors qu'avant, on était égal. En 2012, on avait un pouvoir d'achat égal, puis même par certaines régions plus supérieur aux Américains. Donc, c'est un déclin qui est quand même spectaculaire, là, le Canada, en une décennie. La décennie perdue, comme dit la Banque nationale. C'est une décennie perdue. Et à l'heure actuelle, cette année, ce qui marque, si tu veux, au niveau des devises, c'est la dévaluation du dollar américain et le dollar canadien est la monnaie qui fait le pire dans le G7. Le yen japonais, qui est un pays qui a plus de 200 % d'endettement, fait mieux que le dollar canadien par rapport au dollar américain sur l'année. C'est quand même majeur. Là. Donc, les investisseurs n'ont aucune confiance dans la vigueur du dollar canadien, ne voient pas la situation changer ou voire même s'améliorer. Donc, c'est extrêmement... vous le vivez à tous les jours. Je pense que je continue de le dire, le Canada et particulièrement Québec, c'est un des endroits les plus chers au monde où vivre à l'heure actuelle. On peut passer au prix de la viande, à ce genre de denrées-là qui... Une pinte de bière dans un bar est à peu près le prix du salaire minimum horaire. C'est jamais arrivé, ça. Donc, c'est quand même spécial là, comme indicateur de prix. Au début des années 80, vous achetiez une maison pour la moitié du salaire annuel familial. Maintenant, c'est 5 ou 6 fois le salaire annuel familial. Donc, il y a une énorme inéquité intergénérationnelle là-dedans. Les jeunes, c'est la première fois au Canada que les jeunes ont moins d'opportunités que leurs parents. C'est la première fois en plusieurs centaines d'années, mais plus le Canada moderne, en fait. Donc, il y a un énorme problème là-dedans. Donc, si vous n'avez pas d'actifs à l'heure actuelle qui s'apprécient, comme de l'immobilier, un portefeuille d'actions ou des trucs comme l'or, ben vous êtes laissé derrière. Il n'y a aucune façon, quand même, que vous faites 100 heures par semaine, votre pouvoir d'achat est quand même érodé de façon substantielle. Là. C'est comme un ramer à sens contraire. Là. On n'avance pas vite dans son canot. Est-ce que vous voyez un retour justement du conservatisme chez la jeunesse? On voit un peu tout ça, mais en même temps, démographiquement, ils sont tellement en petit nombre que ça paraît presque impossible de renverser la tendance. Donc, y a-t-il des signes d'espoir là, au niveau politique, au niveau du Canada, au niveau du Québec? On a vu quelques petits scandales liés aux certaines volontés d'amaigrissement du gouvernement du Québec. On pense à Investissement Québec qui, je crois, coupé dans certains emplois. Centaines d'emplois, alors qu'on annonce des milliards de pertes encore. Alors, d'ailleurs, c'est absolument démentiel, là. D'ailleurs, je regardais hier Adrien Pouliot et Éric Duhem du Parti conservateur qui faisaient la démonstration que si le Fonds de développement économique avait été liquidé à l'élection de la CAQ et redonné en baisse d'impôts, en dividendes aux Québécois, là,
ben, on aurait fait mieux et que ça avait été investi, par exemple, à la bourse. Ça aurait été fait, on aurait fait mieux que les investissements qui ont été faits. C'est quand même spécial. La presque totalité des investissements gouvernementaux au niveau stratégique sont à perte. Alors que dans la même période, à peu près tous les indices boursiers dépassent le 100%. Là. Donc, ce n'est pas un contexte économique, c'est vraiment des mauvais choix qui sont faits par des gens qui font des décisions et des stratégies politiques qui ont été extrêmement coûteuses. Donc, ça, on sent qu'il y a un passif là, derrière l'interventionnisme économique. Il faut continuer de le dire. Que ce soit la CAQ ou le PQ, ça va être les mêmes résultats. Là. Vous ne pouvez pas vous improviser investisseur. Le gouvernement est généralement un très piètre investisseur. Mais pour répondre à ta question initiale, oui, on sent que générationnellement parlant, il y a un glissement vers la droite. Un retour aux sources d'une certaine manière. D'ailleurs, vous regardez en Terre-Neuve, il y a eu une élection provinciale où les conservateurs ont gagné alors que certains sondages donnaient 20 % d'avance aux libéraux. Donc ça, il y a quand même un signal intéressant. Et dans l'élection des jeunes, l'élection étudiante qu'ils font dans chacune des écoles, les conservateurs ont gagné également, ce qui est aussi le cas de la dernière élection fédérale à travers le Canada. Les conservateurs avaient aussi gagné. C'est la première fois dans l'histoire du pays où les conservateurs ont le vote des 18-24 ans. C'est jamais arrivé. En fait, ils ont à peu près toutes les classes d'âge, là, donc ça, c'est jamais arrivé également. Je pense que c'est un phénomène qui est occidental. Donc, on sent que je pense que c'est les 25 ans et moins qu'un retour vers la droite. La droite, la droite gagne en ligne. Là. C'est les podcasts, c'est tout ce qui est cool est en ligne, alors que la gauche est complètement dépravée à l'heure actuelle. En fait, la gauche aussi, c'est rendu l'establishment. Alors que moi, par exemple, j'avais l'âge d'être au collège, le discours d'opposition, c'était le discours de gauche. En opposition, par exemple, au libre-échange, au mondialisme, c'était le discours de gauche. Alors qu'aujourd'hui, le discours de résistance, ce qui est cool d'être sur les campus, c'est d'être conservateur. Donc, il y a un attrait, si tu veux, vers ça. Il y a un aspect rebelle, mais il y a aussi un aspect de penser que la meilleure, disons, investir dans le collectif pour, c'est d'une certaine façon se tirer dans le pied au sens où les jeunes ont perdu confiance que le système allait éventuellement servir leurs intérêts. Fait qu'ils préfèrent s'en sortir par eux-mêmes finalement parce que... Donc ça, l'espèce d'illusion que l'État va être là pour toi, je pense que là, les jeunes le voient. C'est les jeunes aussi, il ne faut pas négliger l'impact de la pandémie qu'ils ont eu sur leur vie. C'est des jeunes qui ont vu pendant 2 ans leur activité suspendue. Donc, moi, je pense qu'il y a une conséquence à ça. Là. Donc, l'État n'est pas perçu de la même manière que peut-être nous, on l'a vu pendant les années Bush, etc. Là. Donc, la COVID aurait été comme une preuve pour eux que l'État ne servait pas leurs intérêts et qu'il était prêt à les sacrifier, finalement. Voilà. Je pense que ça, c'est peut-être une réalisation importante. Moi, je pense que c'est largement bénéfique. Il faut être très sceptique de l'intervention de l'État. Bon, oui, il y a un État minimal qui doit être là pour assurer les services de base comme la justice, la défense, etc. Mais la prétention, en fait, le rêve, là, d'ailleurs, on va faire une conférence avec ça. Je pense que Libre Média est partenaire là, avec la Fédération des contribuables. À Québec, à guichet fermé, malheureusement, mais... Donc, on est quand même comme un bon Ben Rock. On vend nos billets d'avance, quand même très bon. Mais bon, le thème de la conférence, c'est ça. Est-ce que le modèle québécois est soutenable? Puis je pense que la réponse est non. On voit les derniers soubresauts de vie de ce modèle-là. Et c'est vrai en Occident également. Mais le Québec, c'est vraiment la personnification du modèle d'intervention social-démocrate. C'est quand même le Québec. Là. On a un système de santé qui est utilisé nulle part dans le monde. Là. Il n'y a aucun endroit dans le monde où le privé n'a pas plus un rôle accru. Donc, je pense que le Québec est emblématique de l'interventionnisme de l'État dans tous les sphères de la société. Et je pense qu'on voit la démonstration. Et ce qui le tient en vie, c'est vraiment les intérêts entranchés, comme ce que j'appelle le régime, c'est-à-dire les syndicats, les médias de masse, les grandes corporations. C'est tout le même monde, ça, et le gouvernement. Et il y a un attachement aussi, un attachement culturel, on pourrait dire même religieux, justement à l'étatisme, là, hérité de l'Église. Là. Il y a peut-être beaucoup de fausses croyances. Si on enlève l'État, ça va être la jungle. Non, il y a des pays très civilisés qui ont une économie beaucoup plus libre et qui sont beaucoup plus riches. D'ailleurs, si ça marchait, on le saurait. Votre modèle, si ça marchait, on le saurait. Le Québec est un des États les plus pauvres en Amérique. Le Québec est un des provinces avec le plus bas taux d'investissement privé au Canada. Donc, tout le modèle québécois n'est pas gage de succès, là. N'est aucunement un gage de succès. Donc, là, on a la démonstration. Les masques ont tombé. Et je pense qu'il va y avoir des choix quand même assez drastiques qui vont être faits dans les prochaines années. Parce que je pense que les jeunes, c'est ça qu'ils voient. Ils voient que
c'est la RRQ, il n'y aura plus d'argent pour vous, là. Et peut-être au niveau plus proche de nous, ce retour du conservatisme chez les jeunes, on a de la difficulté à le voir au niveau municipal. Là, on sait qu'il y a des élections qui s'en viennent. On peut vous suivre sur X et votre suivi des différents aménagements municipaux, des pistes cyclables et tout ça à Montréal. Vous êtes un grand cycliste, mais à la fois très critique justement de cette omniprésence des pistes cyclables. Et parlez-nous un peu comment est-ce que vous voyez un retour du conservatisme sur la scène municipale en ce moment? Oui, il y a un effet de ressac là, très, très fort présent à Montréal principalement, mais on le voit aussi à Québec. C'est que moi, je pense qu'on a l'effondrement les villes ont été quand même noyautées par l'extrême gauche, il faut le dire. Là. On parle beaucoup de l'extrême droite, mais la réalité, c'est que c'est l'extrême gauche qui est au contrôle des villes comme Québec et Montréal. Et on a vu le déclin de Montréal dans la dernière décennie est littéralement corrèle avec l'instauration de politiques d'extrême gauche qui n'ont jamais été ça n'a jamais été demandé ça par les électeurs. Donc, il y a eu un calendrier qui a favorisé l'installation de ces maires-là, l'élection de ces maires-là. Il y avait des maires qui étaient là depuis longtemps, de l'insatisfaction, il y a eu un changement, ils ont été élus. Un peu de manière caméléon, là. Tu sais, un gars comme Marchand à Québec avait l'air beaucoup plus modéré qu'il l'est en réalité. Même chose avec celui à Laval. Bon, la mairesse Plante a été réélue, mais bon, là, on voit vraiment le ressac sur l'expansion irrationnelle des pistes cyclables, il faut le dire. Oui, il y a une demande pour les pistes cyclables, il y a une place pour les pistes cyclables, mais ça demeure un mode de transport qui est quand même marginal dans une ville comme Montréal, qui est une métropole nord-américaine nordique. C'est quand même l'hiver ici, 4, 5, des fois 6 mois par année. Donc, c'est pas réaliste de penser que la majorité de la population va se déplacer en vélo. Et de la manière dont c'est fait, c'est ouvertement une guerre à l'auto. Donc, c'est pas nécessairement le fait d'ajouter des voies cyclables, c'est plus le fait d'enlever des voies qui sont navigables avec la voiture. Et ça se fait des fois au détriment de la circulation des quartiers, ça se fait au détriment de l'activité économique. On a beaucoup de commerçants qui se plaignent de ça. Est-ce que ça se chiffre parce qu'on peut penser que si on nuit à la fluidité des transports, notamment des transports en voiture, il doit y avoir une perte de productivité. Est-ce que ça a été calculé? Est-ce qu'il existe des calculs de combien à la fin de l'année là, ça coûte? Je pense que non, ça devrait être fait. D'ailleurs, c'est peut-être une idée pour l'IADM. Là. Moi, regarde, te dire à quel point c'est entranché dans notre mode de vie. Moi, il y a des endroits que je refuse d'aller dans la journée d'emblée. Là. Tu me dis, viens me rencontrer dans certains coins de Laval sur l'heure de pointe, je ne vais pas y aller. Là. Donc, il y a définitivement un effet sur le PIB. Donc, si de manière sociétale, tout le monde pense de même, bon, je comprends qu'on peut y aller de façon différente, mais à peu près tout le monde a cette réflexion-là. Donc, le trafic est un frein. Le réseau, si on déborde un peu le cadre des villes, le réseau routier et autoroutier au Québec est absolument démentiel. C'est un réseau qui date de 40 ans, qui n'a aucunement suivi la croissance de la population. Donc, vous ne voyez pas des zones métro dans le monde comme Montréal, qui a presque 4,5 millions d'habitants, là, où les autoroutes d'entrée ont 2 voies. Là. Vous ne voyez pas ça. Il y a des circuits périphériques de multiples autoroutes, des autoroutes régionales, des autoroutes plus grandes, nationales, qui ont 4, 5, 6 voies. Alors qu'au Québec, il n'y a eu aucune adaptation de ça. Il y a comme une espèce de consensus qui n'a jamais été voté, qu'on ne construisait plus de routes au Québec. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui a été enfoncé dans la gorge des citoyens et qui a été toléré avec le temps. Mais là, on se rend compte que c'est vraiment allé trop loin. Là, c'est vraiment des administrations qui sont arrogantes. Je ne sais pas si tu as vu aussi les interventions dans les conseils de ville. Je salue d'ailleurs l'automobiliste de Montréal. Oui, un mépris et qui va dans les conseils de ville pour se plaindre? C'est souvent des immigrants, c'est des personnes âgées, c'est des commerçants. Donc moi, j'ai toujours dit que cette espèce d'obsession-là sur le vélo, en fait, c'est juste une rhétorique. Hein. Vous avez compris que ces gens-là ne pensent pas réellement que tout le monde va faire du vélo. Là. Ce n'est qu'une rhétorique politique pour s'attaquer à la voiture. À la base, c'est une attaque sur les plus démunis, sur la classe productive. C'est ça que c'est. C'est sur les travailleurs, sur les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture notamment. Donc, c'est chez les blessés, parce qu'on peut penser au secteur, on pourrait penser aux incendies, la difficulté que peuvent avoir rencontré. Oui, c'est prouvé. En fait, les véhicules d'urgence ont plus de misère à circuler. J'ai lu entre les lignes, quelqu'un m'avait dit que c'est problématique pour les ambulances.
Donc, ça, c'est vrai. Même juste l'exemple le plus flagrant à ce niveau-là, c'est le CHUB à Montréal, où est-ce qu'on a mis une piste cyclable et des juste devant l'entrée d'urgence. C'est des choses qui sont non envisageables là, dans un monde. C'est des choses qui sont. Le docteur Arruda et justement la santé publique, on pourrait les rediriger. D'ailleurs, remarquez à quel point. Maintenant, même la santé publique parle de la voiture comme une espèce de risque de santé publique dans les villes. Donc, là, ils n'ont même plus la prétention de parler du climat. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué le pivot des maires de l'extrême gauche. Là, ils parlent de sécurisation des piétons et des cyclistes. Donc là, l'angle est un angle de sécurité. Donc, il faut isoler les pistes cyclables, il faut isoler les piétons. Donc tu sais, dans le passé, il y avait quand même une espèce de contrat social où quand tu habitais dans une ville, tu savais qu'il y avait de la circulation. Je veux dire, il y a quand même une éducation par rapport à ça. Le but, c'est pas que les enfants se lancent sur les boulevards non plus. Là. Mais là, le discours est très, très, très débilitant à ce niveau-là. Et on parle aussi, remarque aussi les termes qu'ils utilisent. Ils veulent éliminer la circulation de transit dans les quartiers. C'est-à-dire que si tu vas, par exemple, dans le Myland, ben, tu ne peux pas passer sur le plateau. Là. Donc, ils veulent pas si tu n'es pas dans le quartier, tu ne devrais pas y circuler. Donc, c'est très, très égoïste. C'est très élitiste aussi comme politique. Et on sent qu'il y a vraiment... Là, les gens en ont plein le casse de ça. C'est pour ça que les maires qui sont... C'est un peu tard à Montréal. Là, on va avoir un peu une candidate de transition. Soraya Martinez, je pense qu'il va être élu. Donc, Projet Montréal va réalistement être battu là, ici à Montréal. Donc, l'héritage de Plante va être battu. À Québec, ces marchands profitent un peu de la division, mais il y a un énorme progrès, une énorme montée dans les sondages de Stéphane Lachance, qui est le candidat, je pense, qui inculte, qui encapsule bien ce ressac-là là, du citoyen qui veut juste que vous occupiez des poubelles, de la circulation puis de la sécurité. Donc, un recentrement des enjeux, c'est ce qu'on peut souhaiter pour la campagne municipale. En terminant, Jonathan Hamel, c'est l'élection qui s'en vient, mais qu'est-ce qui est sous votre radar là, pour les prochaines semaines? Ben, comme je dis, je regarde beaucoup le marché. Moi, je suis principalement dans l'or et dans les ressources. C'est ce qu'on a dit en introduction, ça me concerne beaucoup. Il va y avoir, dans les 2026, il va y avoir des midterms aux États-Unis. Donc là, à l'heure actuelle, généralement, historiquement, le président au pouvoir perd l'une des deux chambres, ou des fois même les deux chambres. Donc, je pense que là, est-ce que les républicains pourraient faire mieux que prévu, étant donné la déconfiture totale des démocrates? D'ailleurs, le shutdown, parce que c'est assez important. Qui continue. Exactement. Ça continue. D'ailleurs, presque plus de 10 jours. Étant un libertarien, moi, je salive à voir l'État fermé. Servir, justement, finalement, est-ce que ça peut être un arbre à double tranchant du côté de ceux qui sont les partisans? D'ailleurs, je pense que Trump voulait utiliser ça pour licencier de manière permanente des départements en entier. Donc, encore une fois, comme libertarien, je trouve ça extrêmement bénéfique. Mais tu sais, à New York, le candidat qui est largement en avance, c'est littéralement un communiste. Là. Donc, la capitale financière du monde, la capitale financière mondiale va peut-être élire un communiste comme candidat qui est un démocrate. Donc, le Parti démocrate se cherche beaucoup à l'heure actuelle. Donc, sur le radar, il y a ça. Il y a les élections municipales, évidemment. Je pense partout au Québec, là, c'est le temps d'envoyer un signal et de ramener, si tu veux, un peu la raison dans les villes. On parle peut-être d'élections fédérales également. Là. Il y a un budget qui doit être passé. En passant, c'est scandaleux là, que le budget, les 2/3, même plus avancés de l'année sont passés et le budget n'a pas été voté pour des dépenses qui sont déjà encourues. Donc ça, il y a un énorme problème. Il va y avoir ça. Sinon, peut-être au début de l'année. Les conservateurs sont redevenus en avance là, récemment dans les sondages. Donc, tout n'est peut-être pas perdu. Mais bon, on est à un scandale. On a une crise près de réélire... la CAQ, c'est un peu loin, là, mais disons, les libéraux, comme on l'a vu avec Trump la dernière élection. Là. Très bien. Alors, Jonathan Hamel, je rappelle que vous êtes investisseur montréalais, commentateur de la scène politique québécoise, canadienne, mondiale et des crypto-monnaies également. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok et si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique. Vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.